qui avait taillé des objets, et lui. Et c'était le secret de la beauté des objets était fini, était perdu. Il a été retrouvé seulement par des jeunes artistes de cette génération nouvelle qui ont retrouvé peut-être, mais dans la peinture. Mais en sculpture, aujourd'hui, on ne trouve plus que des sculptures pour les touristes. Des choses qu'on refait éternellement, les mêmes objets qu'on trouve au marché aux puces, à Saint-Ouen ou ailleurs. Tu vois? Et c'est ce même gentil garçon, je lui ai posé la question. Dites-moi, mais chez vous, vous n'auriez pas quelques vieux objets ou de vos ancêtres, justement? Et il m'a amené chez lui. Et dans la cuisine, j'ai vu une sorte de tissage qui représentait le poro. Tu sais ce que c'est le poro? C'est ça. Une merveille, une sorte de bande dessinée peinte à l'encre qui représentait le poro dans tous les... Alors, il y avait le défilé des poros, des musiciens avec leur tam-tam, c'était une splendeur, avec les masques, c'était extraordinaire. C'était Sénoufo, je crois, non? Oui. Alors, il ne voulait pas me le vendre, parce que c'était dans la cuisine, ça venait de son arrière-grand-père. Alors, je lui ai dit, écoutez, votre prix sera le mien. Alors là, ça a été ça a été l'argument qui l'a décidé à me le céder. Les cérémonies en pays de Gond, au passage pour aller à Bamako, à Dakar, Oui. etc. Mais il y a beaucoup de monde qui faisait ça. Beaucoup des Européens qui faisaient ça aussi. Oh, pas à l'époque, en 49, non. Il y avait Oui, personne. mais quand même, il n'y avait pas que Yann. J'ai pas rencontré Griol, bien sûr. J'ai pas eu la chance de rencontrer monsieur Marcel Griol, qui a écrit ce fameux livre qui s'appelle Le Dieu d'eau. J'ai pas rencontré non plus sa secrétaire, Madame Dieterlin, je regrette beaucoup. Et surtout Jean Rouche, qui vient de mourir. Ça, j'aurais voulu parler avec Jean Rouche de nos admirations respectives sur ce pays et sur ce peuple. Ah oui, sur ces peuples. Ça, vraiment, c'est un de mes grands regrets de ne pas avoir connu Jean Rouche. Un des plus beaux films que j'ai vu de ma vie, c'est celui qu'il a consacré à l'Afrique, et surtout celui qui s'appelle Cocorico, Monsieur Poulet. J'ai jamais vu un film aussi extraordinaire sur l'Afrique, moi. Bon, il y en a eu d'autres, Jean Rouge en a fait bien d'autres, mais je crois que c'est un des rares hommes qui a très très bien connu l'Afrique, et qui l'a aimé passionnément. Mais pour Griol, je dois dire quelque chose d'extraordinaire aussi, que tout le monde connaît, mais quand il est bon de rappeler peut-être, c'est que la famille française de Griol, lorsqu'il est mort, a voulu absolument le garder ici enterré, alors que à Irélie ou Ibi, là où il était, Griol, où il avait passé la majorité de sa vie, eh bien là-bas ils ont fait un faux enterrement pour l'avoir avec eux. Ils ont fabriqué une sorte de momie, n'est-ce pas, de toutes pièces, et ils l'ont enterré chez eux, dans les falaises de Bandiagara, alors que les Blancs ne voulaient absolument pas livrer le cadavre de leurs défunts à l'Afrique. Tu l'as su, ça? Oui. C'est extraordinaire, non? Génial, ouais, c'est vrai. Ça te montrait encore la différence de qualité entre les Dogons et les Parisiens. On a l'impression que l'esthétique des objets d'art africains est beaucoup plus reconnue en Europe qu'en Afrique elle-même. Non, mais c'est intéressant de savoir que ce sont les artistes qui l'ont montré au monde. C'est déjà des grands artistes qui ont montré que cette sculpture leur apportait quelque chose de nouveau, n'est-ce pas? Une vision nouvelle sur la figure humaine. Les déformations que les Africains ont imposées. Le petit tableau que tu as vu tout à l'heure, que j'étais en train de... Il était néo-cubiste, n'est-ce pas? Regarde, déjà les Africains avaient d'eux-mêmes transformé d'une façon géniale la figure humaine dans leur sculpture. Regarde ce masque-là, par exemple. Regarde ce fétiche-là que tu as là, où la tête n'existe plus. Il y a juste l'arête du nez. Est-ce qu'on ne dirait pas un Brancusi? Le grand sculpteur roumain. Regarde ça, la tête. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus qu'un ovale. Et l'arrêt du nez, c'est tout. Regarde les bras démesurés. Qui est-ce qu'oserait faire une sculpture avec des bras démesurés comme ça? Il y fallait là une sorte de vision. L'artiste est un visionnaire. Qu'est-ce que vous dites? L'artiste n'a pas n'importe lequel.
Les grands artistes sont des visionnaires, je le crois volontiers, oui. Ils apportent là une vision nouvelle que le commun des mortels n'avait pas. Quand on dit, par exemple, devant un paysage, on dirait un Claude Monet, ben, c'est Claude Monet qui a copié le paysage ou c'est le paysage qui a copié Claude Monet? On voit un beau tableau de l'époque blanche du trio, on dit « Ah, c'est la nature qui a copié le trio, c'est le trio qui a copié la nature. » Tu comprends? Tout d'un coup, il y a une renaissance, une reconnaissance, une sorte de... le mot vision est tout à fait appliqué dans ce domaine-là. C'est la nature qui commence à imiter l'art. Jacques Yankel, c'est une personnalité très importante pour nous parce qu'il nous a aidés à avoir des contacts et à nous faire connaître à l'extérieur de notre atelier. Je me souviens qu'en 1980, c'est grâce à Jacques Yankel que je suis rentré en contact avec Françoise Ligier de Radio France Internationale, RFI, et qui m'a confié ensuite le dessin, la peinture, la couverture des 10 nouvelles d'eux, qui est donc un livre qui fait partie des concours de RFI. Et par la suite, j'ai eu à décorer, à éditer plusieurs affiches, 1980, 1982 et même plus tard, en 1994, j'ai eu donc à chaque fois à travailler sur les affiches, et toujours par ce contact-là. Donc Jacques Yankel, c'est quand même une personnalité très humaine, très humaniste, qui n'importe lequel de ses anciens élèves vous dira que c'est une personnalité qui a un grand cœur. Ce que je retiens de Yankel, qui a été très déterminant dans mon travail, c'est que lorsque nous avons fini les études les années 79, on devait rentrer en Côte d'Ivoire. On était tous assis dans son atelier et on causait avec le maître. C'est là qu'il nous a dit, si vous rentrez en Afrique, ne travaillez pas individuellement. Mettez-vous ensemble, constituez un groupe pour pouvoir évoluer et vous verrez, ça va vous apporter beaucoup plus. Et quand nous sommes rentrés, nous avons été récupérés par la même époque par l'ancien directeur du Centre culturel français qu'on appelait Courrèges l'Africain. Mais Courrèges aussi nous a apporté énormément. Il a été le premier à exposer le groupe Vau au Centre culturel français. Mais notre première exposition, c'était la dérision. On dit, mais ceux-là, ils ne savent pas dessiner, ils ne savent rien faire, ils s'en vont ramasser les matériaux dans la poubelle. Mais Courrèges a insisté et il croyait à ce que nous faisons. Et aujourd'hui, quand on parle de la peinture en Côte d'Ivoire, c'est le groupe Vau. Et même toute la technique que nous avons mise en place, c'est la même technique que tous les étudiants aujourd'hui utilisent à l'école des Beaux-Arts. Donc, Serge Lenon, Yankel, Courrèges, ces trois personnes nous ont apporté beaucoup. Et moi, je les remercie des conseils, de tout ce qu'ils nous ont apporté comme technique dans la peinture. Et c'est des personnes que moi, je ne vais jamais oublier. Le Vau, d'abord, il faut savoir que c'était donc une expression qui identifiait carrément l'école d'Abidjan. Voilà, c'était son identité plastique, son écriture plastique. Voilà. Et puis, par ailleurs, il fallait simplement partir en dehors de l'académisme européen pour trouver quelque chose d'autre qui soit propre à nous et qu'on pourrait montrer un peu partout. Alors c'est comme ça qu'on peut définir le Vau.
été édité en 1980. Pourquoi, à cette date, à cette période-là, vous avez fait cette... Ce portrait, Oui. il y avait une exposition importante à Paris où le thème était les peintres et les hommes illustres. Il fallait que chacun trouve quelqu'un, et c'était un thème très intéressant d'ailleurs. C'était quelque chose avec la tête qu'il avait, le pauvre Sartre. Et alors là, je raconte notre rencontre. C'était en 1950. Au repos pour quelques jours, je relisais mon Céline qui sortait justement d'une joute oratoire avec Sartre. Dans je ne sais quel canard, Sartre n'avait pas été très fair-play avec Ferdinand, qui revenait à peine de son exil danois. À toutes ces attaques, il n'avait pas rien trouvé de mieux que l'affubler d'un sobriquet. Sartre, il ne digérait vraiment pas le coup bas du maître à penser. J'étais fier d'accueillir le grand philosophe dans mon fief de Gao. Le reste de la population blanche, faite de petits colons, était rien moins que favorable à Sartre, dont on connaissait les penchants anticolonialistes. Durant une quinzaine, je le promenais avec Simone de Beauvoir dans les tribus africaines du bord du Niger, des Touaregs. Je les emmenais même au dispensaire, soigner la dysenterie pour l'un, les crocos pour l'autre. Comme guide, j'étais de première. J'allais même leur faire visiter le tombeau des rois sans rail. C'était une pyramide tronquée en terre, pulvérulente, qui fuyait sous les pas, au sommet de laquelle on accédait par un chemin de ronde très étroit et qui s'affaissait au fur et à mesure de la progression. On s'était encordés tous les trois, un peu plus on dévissait. C'est de ce temps-là que je tiens mon horreur pour ce qui touche à l'alpinisme. Sartre me fit cadeau de plusieurs bouquins de collabos, notoires, comme Rebattet et Brasillac. C'est même curieux comme cela l'attirait, ces traîtres à la nation. Pour Céline, il avait une profonde admiration rentrée qu'il n'osait s'avouer à lui-même ni aux autres. Comme j'avais fini par lui parler à cœur ouvert de mon attirance pour le métier de mon père, alors que j'officiais là comme géologue, il m'offrit son essai sur Baudelaire avec cette dédicace qui résumait le conseil qu'il me donna. Le choix que l'homme fait de lui-même s'identifie avec ses destinées. Déjà, il s'agissait du choix. Il ne pouvait pas deviner que j'ai toujours eu horreur d'avoir à choisir entre une pomme et une orange, entre une noire et une blanche, entre une destinée et une autre.